Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre fin des temps. Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. Donc, qu'est-ce que je vais vous résumer dans cette vidéo? C'est très simple. Ça fait à peu près 4 mois qu'on n'a plus fait de rapport de bataille battle ou de end times sur la chaîne. C'est normal, hein, il fallait bien qu'on tourne un petit peu sur Old World pour marquer l'événement, mais surtout parce qu'on a des très gros projets qui arrivent dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, par rapport à la fin des temps. Et je me suis dit, vu que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, ça fait 4 mois qu'il n'y a pas eu de rapport de bataille de la chaîne sur du Battle End Times, et que le dernier résumé, ça date de presque un an, 10 mois exactement, je me suis dit, un second résumé pourra être très pratique. Pourquoi? Parce que déjà, ça permettra à ceux qui ont déjà vu le premier, je vous mets un lien dans la description juste en dessous, si vous ne l'avez pas vu, de raccorder les wagons par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce qu'on a fait des batailles avec des personnages légendaires qui sont morts, hein. on en pensera encore. Mais aussi la campagne qui, je le rappelle bien, a duré 3 mois avec plus de 600 joueurs, qui a permis à tous les anonymes de changer la carte du monde de Warhammer. Et ce résumé va corréler tout ça, c'est-à-dire qu'on va bien évidemment prendre en compte tout ce qu'on a fait depuis le début de notre fin des temps, donc le premier résumé fonctionne tout à fait, et je rajoute la campagne et toutes les batailles qui ont été faites depuis plusieurs mois sur la chaîne. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend pour cette vidéo. Alors, les prochains rapports de bataille sortiront à la rentrée. De toute façon, vous aurez certainement une petite vidéo dans le mois d'août, parce que c'est les vacances. Donc les vacances, moi déjà, je suis overbook en termes de boulot, mais aussi pour l'organisation de mon mariage. Donc, pas beaucoup de rapports de bataille sur la chaîne, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, je vous propose quand même du contenu, et cette vidéo en est un petit apport que je peux vous offrir pendant vos vacances d'été, pour ceux qui ont de la chance d'avoir les vacances. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Profitez bien de ce petit narratif résumé de ce qui s'est passé dans notre fin des temps depuis la fin de l'automne 2524, là où la fée enchanteresse vient d'être libérée par les Bretonniens des geôles de l'armée d'Ankortep rentrant de Nagashizar. Donc pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, j'espère que ça va vous plaire. We must form an alliance. We either die alone or survive together. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo résumée sur la fin des temps? C'est très simple, on a terminé l'histoire en 2524, en automne 2524, à la Game Nisnark, donc à la fameuse Nuit des Mystères, où deux choses majeures se sont passées. Déjà, l'incarnation de Nagash qui a été empêchée par Khalida, mais aussi par la construction et la création du Bastion Blanc, du grand mur fortifié magique au territoire de Kislev par le sacrifice de Gelt, face à l'attaque de Chrome. Donc il s'est passé de beaucoup de choses, et on était un petit peu resté sur notre fin, et il s'est passé pas mal de batailles depuis par rapport à Océan Légendaire et à notre campagne. Donc je reprends le résumé et l'histoire où on en était. On commence en hiver 2524. Alors je vais souvent encore une fois relire mes notes, mais je vous mettrai le plus d'iconos possible, question que vous ayez un résumé assez agréable à suivre. Donc l'hiver 2524, après tout ce qu'il s'est passé, le chaos est un petit peu en souffrance dans son plan de percer le vieux monde. Le vieux monde résiste même plutôt efficacement, malgré de très grands sacrifices. Mais le chaos, ce n'est pas simplement une menace qui vient du nord, elle vient aussi de l'intérieur. Et justement, en hiver 2524, un terrible assaut va commencer et va chambouler littéralement l'histoire du monde de Warhammer par l'assaut sur Athel Loren. La forêt primaire des elfes sylvains et des esprits de la forêt, ainsi bien sûr que la reine des Asraï, tous sont malades depuis le couronnement d'Archaon. La magie est omniprésente, le chaos se débride et la trame de la vie en souffre. Ariel s'est enfermé dans le chêne des âges pour tenter de se soigner, mais aussi de sauver la trame elle-même de la vie. Grâce à sa fille Aliatra, Alariel, la reine éternelle des Assours, est en Athel Loren depuis 1 an. Et elle a même eu la permission de rejoindre Ariel dans le chêne des âges pour tenter de la sauver, payant ainsi la dette du pacte que la première reine avait passé avec Durtu il y a des millénaires. Malheureusement, le chaos ne peut pas laisser passer une chance pareille. Les deux reines sont faibles dans une forêt en plein hiver, dans la forêt primale du monde,
en hiver, alors que les vents du chaos sont débridés, c'est le moment d'attaquer pour le chaos. Et ils envoient l'un des ennemis les plus héréditaires, l'un des plus terribles qu'Atel-Loren n'ait jamais connu. Ils lancent sur la forêt affaiblie Morgur. Depuis qu'Ariel s'est enfermé dans le chêne des âges, les hommes bêtes pullulent en Atel-Loren. Orion, qui ne peut plus être régénéré depuis qu'Ariel est malade, bataille sans fléchir les hardes de sabots fourchus qui s'en prennent à la forêt, qu'ils arrivent de l'extérieur ou de l'intérieur des bois. Cependant, il ne peut pas être partout, et Morgur, l'homme bête incarnant le mieux la corruption du chaos universel, est guidé par les forces des dieux sombres et parvient même jusqu'au chêne des âges durant l'hiver de 1524. Face à lui se dresse la garde d'Ariel, Nestra et Arahan, les sorts du crépuscule, rejointes par le père des aïeux, le dernier d'entre eux, Durtu, l'homme arbre vénérable venu protéger le cœur de la forêt. La bataille, vous l'avez vu sur la chaîne, elle va en résulter un changement majeur du monde de Warhammer. C'est notre fin des temps après tout. Les hommes bêtes vont mourir par centaines, mais Morgur, qui sera auréolé d'un pouvoir chaotique exalté, parviendra non seulement à abattre Durtu, mais à le tuer lors d'un combat épique. Les sœurs du crépuscule, folles de rage de voir mourir sous leurs yeux le plus puissant de tous les aïeux, elles chargeront de toute leur haine cette créature du diable et vengeront sa mort en pulvérisant Morgur dans une charge épique. Leur chef mort, les hommes bêtes sont alors détruits en un instant lorsque le chêne des âges, fermé depuis des lunes, s'ouvre de nouveau pour laisser sortir Ariel, désormais avatar de Isha, la déesse de la vie elfique, grâce à sa fusion avec Alariel. Elle est devenue un des plus puissants réceptacles du vent de Gairan sur le monde. Ce n'est pas devenu l'incarnation des vents comme dans le roman officiel de Game Workshop, hein, bien évidemment. Elle est devenue le réceptacle, en fait elle est devenue elle-même Atel-Loren une bonne fois pour toutes. Elle a mêlé son âme, Ariel, Alariel. Elles ne sont toutes plus qu'une seule entité. Ariel elle-même, et pas... Voilà, j'ai choisi que ce soit Ariel, moi. Elles sont devenues une version majeure de Ariel, un avatar de Isha sur Terre. Malgré son pouvoir incommensurable, parce que même si la magie est débridée, le pouvoir de la vie aussi est débridé maintenant que la clé a été ouverte. Ariel tentera le tout pour le tout, mais ne pourra pas faire revenir Durtu. La corruption et la violence de Morgur a détruit à la fois son corps et son énergie à jamais. Ce qui fait que Atel-Loren a perdu son dernier aïeul à ce moment-là de l'histoire. On n'en est qu'à l'hiver 2524, Atel-Loren a perdu Durtu. C'est catastrophique en termes de lore, hein, vraiment, mais ça a été la partie qui a été faite comme ça. Par contre, Atel-Loren est devenue maintenant surpuissante, car, Ariel, Alariel, hein, les deux mêlés fusionnés, sont devenus donc la reine Isha, vraiment, hein, sont devenus l'incarnation d'Isha sur Terre. Ce qui veut dire que Alariel n'existant plus vraiment en tant que Alariel seule, elle est mêlée à Ariel, et bien la reine éternelle des hauts elfes est retournée à Atel-Loren pour de bon. Les deux royaumes sont donc techniquement intrinsèquement liés maintenant. Vu qu'on commence à parler des elfes, on va continuer avec Malekith, bien évidemment. En hiver 2524 commence l'abandon de Naggaroth. Ça fait très longtemps qu'on le prépare sur la chaîne et on l'a enfin lancé en début d'année. Malekith part au nord depuis Naggaron, donc il part en direction de Gronde, et il se dirige avec ses armées vers la tour noire, la tour de Gronde, pour non seulement voir si sa mère et ses armées sont toujours en vie, parce que rappelez-vous que là, le chaos vient d'envahir Naggaronde et a non seulement détruit des cités majeures elfes noirs, mais les Skaven ont aussi popé à des endroits. Donc Malekith monte au nord avec ses armées, ses meilleurs guerriers, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, si sa mère est toujours en vie et ses armées aussi. Il veut surtout aussi comprendre pourquoi elle ne l'a pas prévenu, pourquoi elle n'a fait aucune alerte de l'attaque des forces du chaos au nord, ce qui a accompli, je rappelle, au sacrifice de Malus Darkblade face à Valkia et à la mort de ses deux généraux. Le chemin sera sanglant pour les forces du roi sorcier, car les terres des elfes noirs sont presque entièrement tombées sous les assauts des forces de Khorne. Malgré ses nombreux ennemis, Malekith parvint avec ses troupes à la tour de Gronde. Il trouve la cité de Morathi recouverte de ronces noires impénétrables où nombre de guerriers du chaos du sang se sont fait avaler par le sortilège. Cependant, les ronces s'ouvrent lorsque le roi sorcier approche. Malekith entre alors seul dans la cité de Gronde. Nul ne sait ce qui se passera à l'intérieur, mais après 1 heure d'attente, le roi sorcier ressortira de la tour seul. Il annoncera à ses armées que la cité des sorcières est perdue et que sa mère
pour cause de trahison envers son roi, est condamné à rester ici et à affronter les forces du chaos qui déferlent du nord. Malekith partira avec les forces militaires de Gronde et quelques sorcières suprêmes, abandonnant sa mère à son sort. Il reprendra alors sa route, non pas vers Nagaronde, parce qu'il a quitté la ville, c'est pas pour rien, c'est qu'il a décidé, il a pris sa décision. Il se dirigera vers Arganet, la dernière autre cité elfe noire à tenir, celle du culte de Cain, la cité d'Elébron, vous la connaissez. En brisant le siège de la ville tenue par les forces de Khorne, il y trouvera Elébron, Tularis et l'âme noire, tous les Kénites des elfes noirs, ainsi que la flotte intégrale de Lokir venue en renfort de la cité de Karan'kar, qui est désormais aux griffes d'Escaven, vous le savez. Donc expliquant à la reine du meurtre que Morathi est condamné à mourir ici, Malekith ralliera alors toutes les forces restantes des elfes noirs et se préparera à l'abandon total des terres gelées de Nagaronde et surtout à l'ultime invasion d'Ulthuan. C'est officiel, Nagaronde sera vidée. Il ne restera plus que Morathi dans la tour de Gronde, condamné à rester là, on ne sait encore pourquoi, et Malekith, Khura'in, Tularis, l'âme noire et Elébron qui partiront à l'assaut avec toute leur dernière force ainsi que Lokir à l'assaut de Ulthuan. À la fin de l'hiver 2524, à la fin de l'année, eh bien c'est un grand changement aussi qui va se passer à ce moment-là, c'est l'appel de l'Alliance. Après les trop nombreuses pertes déjà subies par les forces du bien, Karl Franz ne souhaite pas laisser le monde brûler sans rien faire. En grand diplomate, depuis Altdorf, il va envoyer des émissaires dans chaque territoire allié à l'Empire. Les nains, les elfes, les bretoniens, les catéiens, les albionneurs, les kislévites, les impériaux bien sûr, tous reçurent un appel à la défense de leurs terres contre les ennemis de l'ordre. Ça va mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à arriver à destination, mais Karl Franz appelle aux armes tous les alliés pour qu'un événement majeur au printemps de 1525 commence, et ce sera la contre-attaque. We must form an alliance. We either die alone or survive together. Donc on arrive en 2525, c'est l'année du changement, vraiment, c'est c'est le gros... Techniquement c'est la fin du monde dans le livre, on en est encore très loin pour nous, mais c'est là que la contre-attaque commence. C'est notre campagne. Une vague de courageux généraux, mages et champions lancèrent une immense contre-attaque à l'échelle mondiale dès la fonte des premières neiges. Même le peuple à sang-froid de Lustrie participera, comme si l'appel de Franz était arrivé jusqu'à l'oreille des cités-temples. Mais la guerre, vous savez que ça appelle plus de guerre. Les morts-vivants, les Dourcailles, les ogres, les orques, ainsi que l'intégralité des champions des dieux sombres poussèrent en avant leurs armées pour rompre l'élan de résistance. Bien que le courage des armées de l'ordre ait réussi à triompher dans certaines régions du monde, d'autres eurent à affronter d'immenses hordes sauvages ou démoniaques sans réussir à survivre. Après plusieurs mois de guerre d'une extrême violence, Marienbourg, l'Arabie, Kourèche, Albion, l'ouest des terres du Sud et le nord d'Inja réussirent à être protégés efficacement par les forces de l'ordre. En quelques mois à peine, ces territoires-là ont réussi à tenir bon. Mais malheureusement, l'intégralité est des terres du Sud, la moitié sud du territoire d'Inja, le sud des terres arides et l'ouest des terres du Grand Froid sont tombés définitivement sous le coup du chaos. On vient de le dire, l'Escaven et le chaos poussent en avant en même temps que l'appel de Karl Franz, car si leur assaut sur le Vieux-Monde est ralenti par le Bastion Blanc, le reste des forces avance. Pire encore, la flotte de Lokir, sous les ordres de Malekith, a réussi à installer une tête de pont solide sur l'est de la terre du Grand Froid, consolidant sa future invasion d'Ulthuan pour les bases opérationnelles arrière. Autrement dit, Malekith a enfin quitté son territoire et envahi l'est des terres de l'ouest pour pouvoir avoir des bases arrière beaucoup plus proches d'Ulthuan et préparer son invasion. Dans les montagnes des larmes résonnent des affrontements brutaux entre les ogres de Grécius d'Andorre et la terrible et toute puissante Wag Grimgor qui continue à avancer dans les terres de l'Est. Pire, pour le territoire d'Akendorf et de Baragvar, ce grand noyau ultra-cosmopolite des terres arides, eh bien, le nord de ce territoire est rasé et ravagé par l'avancée inexorable de la Wag Wurzag. Akendorf et Baragvar sont perdus durant le printemps 2525.
Karazakarak est même désormais assiégé et le haut roi Thorgrim a envoyé ses derniers ordres aux survivants de la région, mais aussi aux derniers rois nains encore capables de se battre. Mais ce n'est pas pour dire que les nains sont foutus, bien au-delà, leur contre-attaque sera fatale. Donc pendant tout le printemps 2525, les changements sont énormes, la carte évolue à une vitesse faramineuse. Tous ces généraux anonymes, entre guillemets, c'est les vôtres, hein, membres de la communauté, c'est vous qui l'avez fait, c'est les plus de 600 joueurs qui ont participé à la campagne, qui changent la carte et la tronche du monde pour notre plus grand plaisir. Et moi derrière après, je raccorde tout ça avec ce qu'il se passe. We must form an alliance. We either die alone or survive together. Donc, justement, par rapport à ce qu'il se passe, eh bien, c'est la très grande bataille de Lybaras qui va faire parler d'elle durant l'été 2525. Donc, depuis que la reine Khalida a vaincu Neferata, Krell et Uhtred von Karstein à Nagashizar, la cité de Lybaras est désormais en possession des artefacts de Nagash. Et oui, hein, elle est partie en direction de sa cité avec les artefacts de Nagash, tandis que les prisonniers pour le rituel de Nagash, eux, sont partis en direction de Numas, sous la tutelle du roi d'Encortep. Donc, vous avez l'épée, la main, la couronne, l'armure, ainsi que les 8 grimoires du grand nécromancien qui sont maintenant ramenés par l'armée de Khalida, après leur excursion dans le nord, dans le territoire de Lybaras. Khalida n'a qu'un seul but. Trouver comment détruire ces artefacts pour que jamais plus la malédiction de la non-vie ne se répande sur Terre. Elle demanda alors de l'aide aux plus grands mages que Nehekhara n'ait jamais portés. Elle les a envoyés au culte mortuaire, mais aussi à certains exilés par des procédés cachés. Quelqu'un a répondu. Quelqu'un qui avait été banni depuis très longtemps lui a répondu dans l'été 2525. Une solution lui est parvenue. Elle entama les préparatifs d'un rituel pour arriver à ses fins, pendant que ce personnage mettrait un certain temps à arriver pour se cacher des yeux de Settra. Malheureusement, Settra l'impérissable, le grand monarque éternel du désert, a vent de ses agissements. Fou de rage de savoir que Khalida compte détruire les artefacts, il monte une expédition punitive avec ses forces de Khemri les plus rapides pour non seulement exterminer la reine de Lybaras, qu'il voit désormais comme une traîtresse, mais surtout pour s'emparer des artefacts de Nagash et les utiliser pour sa prochaine reconquête du monde. À nouveau, une immense bataille va se passer sur les murs de Lybaras. Dans la cité, Settra attaque Khalida pour l'empêcher de réaliser la destruction des artefacts de Nagash. Les forces de Lybaras, ralliées sous la tutelle de leur reine, détruisent de nombreux régiments et amalgames de Settra. Cependant, le roi du désert n'en a que faire. Il ne souhaite que détruire son ennemi et s'emparer des artefacts. Grâce au rituel, quand même, Khalida réussit à détruire définitivement la main de Nagash par le procédé du Shoran qui va la purifier et la détruire définitivement. Malheureusement, Settra, à la tête de ses chars de Khemri, va percer la ligne de Lybaras, il va atteindre la reine Aspic et va la décapiter. Le roi du désert, qui est alors à un cheveu de s'emparer des artefacts, va se faire prendre en tenaille par les dernières troupes de Khalida qui vont, dans un effort ultime, réussir à venger la mort de leur reine quelques secondes après le décès de celle-ci. Ils encerclent les chars, ils encerclent Settra et le détruisent. Malgré sa rage, le roi impérissable va être vaincu. Les deux armées se désagrégeront alors rapidement, laissant les derniers artefacts intacts et le rituel interrompu. Ce n'est que quelques minutes après la fin de la bataille qu'un être, seul, amoindri par des millénaires d'errance sur le monde, réussira à atteindre le lieu du rituel. Il est arrivé trop tard pour aider Khalida, mais les artefacts du plus grand ennemi de son peuple allaient enfin lui permettre de protéger sa terre contre ce qui arriverait bientôt du nord. Sa connaissance du culte mortuaire allait lui permettre d'enfermer Settra, cet être trop expansionniste, dans sa pyramide et de pouvoir enfin reprendre sa place de haut hiérophant de Khemri. Les rois des tombes vont désormais retrouver leur légitimité et seront enfin au sommet de leur puissance pour défendre leur terre contre tout ennemi assez faux pour les attaquer. Katep, le grand hiérophante de Khemri, est revenu. Il vient d'avoir accès, grâce à cette bataille, aux artefacts de Nagash et à la connaissance interdite de Nagash pour pouvoir encore mieux protéger son territoire contre les affres du chaos. Il ne reste plus que pour Katep à trouver un champion qui arriverait à coïncider
la mort nécromantique et la mort de Nehekhara. En été 2525 arrive également bien sûr le début de l'invasion d'Ultuan par Malekith. Après plusieurs semaines de préparation et de voyage, la quasi-totalité des forces d'Uruk-hai de Malekith ayant survécu à l'assaut des guerriers du Chaos-de-Corne débarquent sur les côtes d'Ultuan depuis leur base avancée de l'est des terres du Grand Ouest. Souhaitant ne pas commettre les mêmes erreurs, le roi sorcier ne prit pas pied dans la baie d'Anlek en Nagarit, mais plus à l'ouest à Tor Anrok en Tiranoc, le territoire le plus proche de ces nouvelles bases avancées. Il fallait un port suffisamment équipé à Malekith et à sa flotte pour avoir une tête de pont solide pour son invasion. La cité portuaire de Tor Anrok tombera en 2 jours face à la force d'invasion colossale du fils d'Aenarion. Peu de temps après cela, Malekith lance enfin ses attaques. Son plan, il l'a planifié depuis des semaines, des mois, voire même bien sûr des années. Ses lieutenants les moins dignes de confiance partent en direction de l'Est, direct vers les portes de l'Aigle, pour assiéger ce point de passage et empêcher tout renfort assour provenant des terres intérieures. Il envoie ensuite Hélébron, Tularis et la Noire vers le nord pour ravager les dernières terres de Tiranoc jusqu'en Nagarit et reprendre le temple de Kain vers l'île Blafarde. Malekith de son côté, accompagné de Khura'in sur terre et de la flotte de Lokir en mer, part vers le sud-ouest d'Ultuan en Calédor. Le royaume d'Imric, ayant décidé de se défendre seul à cause du putsch manqué il y a 4 ans, je vous en ai parlé dans notre fin des temps, il n'a aucun allié direct. Il reste cependant le royaume le plus puissant militairement d'Ultuan. Il possède les dragons, les princes dragons et l'enclume de vol. En écrasant Imric sous sa botte, Malekith veut prouver sa puissance sur tout Ultuan et soumettre la force des dragons. Tiranoc et Nagarit vont être balayés par les Kénites en quelques semaines. Hélébron, Tularis et la Noire seront inarrêtables, mais en face, le courage de la princesse Eldira, l'écuyère de Tyrion, héritière du trône de Tiranoc, alliée au génie stratégique et à la puissance des ombres du roi fantôme Alitanar de Nagarit, les deux ralentiront énormément les forces de Arganet, permettant une résistance acharnée avant l'accès au temple de Kain. Les Uruk-hai n'atteindront Anlek que plusieurs semaines après leur débarquement. Profitant de la rapidité de sa flotte et des talents de Lokir, les Uruk-hai contournent Calédor et assiègent Lothern pour empêcher toute aide sur les côtes ouest et nord d'Ultuan. Cependant, en Calédor, Malekith perce les premières lignes d'Imric et assiège Tor-Kaled et l'enclume de vol. Le face-à-face entre Imric et le roi sorcier est alors bien évidemment inévitable. C'est aussi une bataille que nous avons fait sur la chaîne. Après une bataille dantesque où Khura'in, le capitaine de la Garde Noire, meurt en emportant avec lui plusieurs héros calédoriens et leurs montures, Malekith soumettra Imric en brisant chacun de ses artefacts magiques et en abattant son dragon. Imric est vaincu, Malekith prend Tor-Kaled et l'enclume de Vol en été 2525, solidifiant convenablement son avancée en Ultuan. Le territoire intégral à l'ouest de l'île-continent des Hauts-Elfes est tombé aux mains de Malekith. Dans l'Empire, surtout à Altdorf, Karl Franz est obligé d'organiser quelque chose, vu que, en hiver, à l'hiver dernier, il a perdu Gelt. Les collèges de magie ont besoin d'un patriarche suprême, car, rappelez-vous, les vents de magie sont colossaux, il faut quelqu'un pour surveiller et protéger les mages. Ce qui fait que Franz n'a pas le choix, il organisera donc le grand tournoi, la fameuse grande rencontre entre les patriarches des collèges, pour élire, entre guillemets, à nouveau, un nouveau champion. Il a besoin de toutes les forces des collèges et il ne peut pas se passer d'un patriarche ou d'une matriarche dans des temps aussi durs. Il demande donc à ce que aucun combat à mort n'arrive durant le grand tournoi. Beaucoup de collèges furent représentés par leur patriarche. Ceci, nous l'avons fait en direct sur Twitch. C'était une bataille narrative, entre guillemets, où les membres de la communauté ont voté pour leur patriarche ou matriarche à chaque combat. Ça a été vraiment une super soirée qu'on avait fait ce soir-là. Donc, je vais vous la résumer rapidement parce que c'est une vidéo qui est faite pour ça. Donc comme je vous le disais, beaucoup de collèges ont été représentés par leur patriarche. Tyrus Gorman, du feu, pour ceux qui connaissent le lore, c'est l'ancien patriarche suprême avant Gelt. Il désirait plus que tout reprendre son titre. Versapian Kant de la lumière, Rainer Stark de l'ombre, Dr Grunfeld, la matriarche de la vie, et Grégor Martak de la bête, le patriarche de la bête, étaient présents. Bien évidemment, tous ces gens-là étaient des mages surpuissants,
désirant arriver au statut de patriarche suprême. Par contre, au grand étonnement de chacun, certains collèges ne furent pas représentés par leur patriarche, mais par un champion. Albrecht, le champion du collège doré après la mort de Gelt, était présent, parce qu'il n'y a plus de patriarche dans ce collège, mais aussi Dame Magda d'Ubersreich, la représentante de Raphaël Giulerno, le patriarche des cieux, c'est le personnage de notre JDR, et bien sûr, envoyée par le collège d'améthyste, la célèbre Elspeth van Draken de Nuln, qui était également présente pour être elle-même la future matriarche du collège des magies, si jamais elle arrivait à ce stade. Après une nuit de défis aussi incroyable qu'haletant, avec un chat qui était subjugué dans les votes, c'était super bien, il y avait vraiment une super ambiance dans ce stream, c'est Dame Magda d'Ubersreich qui réussira à gravir toutes les marches et à vaincre tout opposant, et c'est donc une matriarche suprême qui est nommée par la communauté, par cette soirée, par cette bataille au final, qui réussira donc à arriver en termes de puissance politique, mais aussi magique, dans notre timeline de la fin des temps. C'est donc un personnage de notre JDR que vous avez choisi pour représenter notre fin des temps, ça fait très plaisir. Du côté des terres sombres à Zarnagronde, les percées des forces de l'ordre venues de l'ouest et du sud, ainsi que les nombreux raids orques et ogres descendant des montagnes des larmes, ont grandement affaibli la position des nains du chaos. Leur territoire désormais isolé est défendu par Zatan le Noir, qui permet de survivre et de conserver des mainmises sur les points de passage dans les terres sombres. Mais l'invocation massive des forces démoniaques et l'arrivée inopinée d'armées Skaven au sud-ouest permettent aux Dawizards de conserver une espèce de mainmise sur la région, mais très difficilement. Mais c'est surtout l'arrivée, là aussi grâce à la campagne, d'une puissante flotte de Cathay au sud qui annonce une escalade du conflit au niveau des terres sombres. Le sud des terres sombres est en train de se faire conquérir par Cathay et les survivants de Kuresh et d'Inja. Au nord de Cathay, Miao Ying continue de combattre les forces de Kolek au Grand Bastion. Les dragons ogres viennent de recevoir cependant des renforts par la présence de Valmir Essling et de sa horde démoniaque. Les chaotiques se sont d'abord battus entre eux avant que Valmir n'arrive à soumettre Kolek. Et l'attaque reprend très rapidement sur les fortifications de Miao Ying. Et pour en rajouter, au sud, son frère Zhao Ming est blessé par un assassin Skaven, ce qui permet à Cathay de survivre, mais très difficilement, dans une espèce de menace intérieure. On ne sait pas encore ce qui va leur arriver. Enfin, la dernière bataille que nous avons passée sur la chaîne et que je vais vous résumer maintenant, c'est la grande bataille sur la fin de l'été 2525 qui s'est passée en Bretonie. Wulfric le Vagabond débarque en Bretonie et attaque l'Anguille. Alors bien sûr, il attaque, mais il est commandité, Wulfric. Il est envoyé par les dieux sombres pour prendre la tête de la fée enchanteresse. Elle vient d'être libérée, elle était dans les mains des morts, elle devait mourir, ça arrangeait le chaos. Là, elle est libre, elle a un protecteur, il faut absolument qu'elle meure. La tête de la fée est donc mise à prix par les forces du chaos et Wulfric, avec bien évidemment son grand dracard magique, permet l'attaque de la fée. La fée par contre de son retour depuis quelques semaines aux côtés de Hippolyte le Pieux, qui est désormais son protecteur, va mener les hommes de l'Ouest contre cette attaque, car faut pas oublier n'empêche que c'est un être surpuissant, la fée enchanteresse, qui ressent les attaques du chaos. Une bataille va se passer, une bataille là aussi incroyable. Grâce à la protection de la dame et au courage de son champion, la fée enchanteresse va survivre et Wulfric sera exécuté par Hippolyte le Pieux. Cet acte et tous ceux qu'il a quand même réalisés avant, on le rappelle, vont lui permettre d'être nommé unanimement par la fée et par les chevaliers présents ainsi que d'autres ducs, le nouveau roi de la Bretonie. Donc, vous avez un nouveau roi en Bretonie et ça fait toujours plaisir. We must form an alliance. We either die alone or survive together. Donc nous avions terminé le dernier résumé avec la libération de la fée, et là je vais terminer celui-ci avec la nomination du nouveau roi de Bretonie, qui est le personnage d'un joueur de la communauté qui vient d'être nommé roi. Je trouve ça absolument superbe en termes de remerciement pour la communauté d'arriver à faire un truc comme ça, et que les dés ont choisi cela, parce qu'encore une fois c'est eux qui décident. Je vous mets en images là qui vont se succéder la taille
et l'importance des empires du monde de Warhammer que nous connaissons tous. Au moment où nous en sommes à l'été 2525, donc au final on n'a fait que 2 saisons, hein. on a fait 3 saisons, on a fait l'hiver 2524, le printemps 2525 et l'été 2525. Il s'est passé donc à peine 9 mois, mais on a énormément de choses qui se sont passées. Voici la taille des empires à notre échelle de la fin des temps, vu que votre campagne permet maintenant d'avoir la carte intégrale visible du monde de Warhammer. Le territoire de Neekara est donc solidifié sous maintenant l'égide de Katep, qui recherche un grand seigneur, un grand champion qui pourrait allier à la fois la mort et les Neekariens dans un destin uni. Vous avez les morts vivants, eux qui ne sont pas Neekariens, les troupes des Karstein, l'équipe de Nagash si vous préférez, qui n'a pas pu avoir de parti ou même d'influence majeure, entre guillemets, dans leur personnage légendaire, parce que finalement il ne reste plus que Manfred du côté des vampires qui s'est enfui en Sylvanie. Mais attention, ça n'enlève pas l'importance des côtes vampires qui, eux, vont bien sûr rentrer en jeu dans pas longtemps avec les Sartosiens, les territoires de Noctilus, mais aussi bien sûr Luthor Archon. Mais comme vous le voyez, les comtes vampires sont en grande difficulté. Du côté des nains, grâce aux libérations des Albioners et des nains qui étaient envoyés là-bas, ainsi que les terribles combats qui sont passés à Barakvar, qui était en région Rhône-Alpes dans notre campagne, le royaume des nains, avec la chute de Karakadrin, la chute de Barakvar, est dans un état lamentable, mais leurs extensions et leurs généraux ont permis des légères conquêtes dans les terres sombres et en Albion, permettant quand même et toujours aux nains de survivre. Karazakarak est toujours debout, Zuvbar également, Karakian, Karaknorn, Karakazul sont toujours debout et vont avoir une importance, vous allez voir, majeure. Karakoypik va se réveiller. Du côté des hommes lézards, pour l'instant, tout va plutôt bien pour les hommes lézards. Mais attention, la menace Skaven et Côte Vampire vont bientôt déferler sur les forces de Lustrie, mais surtout les hordes chaotiques de Khorne, car je vous le rappelle, Malekith a abandonné son territoire, il n'y a plus aucune barrière au chaos en Lustrie. Donc autrement dit, Nagarond est tombé officiellement, il ne restera donc bientôt plus que la Lustrie pour résister au chaos. Du côté de Kuresh, Inja et des terres du Sud, les territoires ont pris très cher, mais ont permis de survivre suffisamment longtemps. Du côté des peaux vertes, c'est la Wag Grimgor et la Wag Wurzag qui font énormément parler d'elle dans notre timeline. La Wag Skarsnik, elle, va se réveiller, comme je vous le dis, Karakoypik va commencer dans l'automne de 1525, et je dis bien commencer. Vous allez voir les tables, ça va valoir le coup. Du côté des elfes noirs, si on compte toujours la tour de Gronde dans le territoire de Malekith, même si techniquement il vient de la condamner à mort, eh bien le territoire du roi sorcier a totalement changé par rapport à celui que vous connaissez. Les territoires de Nagarond sont abandonnés, mis à part Gronde, et il ne reste plus que les terres conquises en tête de pont sur la terre du Grand Froid à l'est, mais surtout les terres d'Ultuan qui sont maintenant aux mainmises de Malekith. La guerre est très loin d'être terminée. Face à lui, les territoires elfiques alliés sous l'égide, comme on le sait, de Ariel, vu que Finubar a disparu complètement, il est vraiment totalement disparu. Seule une personne sait ce qui lui est arrivé, c'est Eklis. Ultuan prépare donc sa vengeance. Tyrion, Eltarion, Teclis, Alitanar, Eldira, tous vont agir, ainsi qu'Alariel, qui est toujours en vie. Et surtout, c'est l'alliance officielle Athel-Lorraine-Ultuan qui vient d'être faite par la fusion de Ariel et Alariel. Mais comme vous le voyez, les territoires elfiques sont en plein effondrement par non seulement les attaques de Malekith, mais aussi les conquêtes du chaos et d'autres sur les anciennes colonies. Du côté des hommes, du territoire des hommes, les territoires de Katay sont toujours aussi nombreux et puissants à l'est, mais attention, la Wag Grimgor arrive, et les Katéens se permettent même d'envahir, de conquérir les territoires au nord de Kuresh, d'Inja et dans le sud-est des terres sombres,
poussant en avant contre les forces du chaos, comme si une nouvelle puissance venait de leur être donnée. Du côté des territoires arabéens et des colonies anciennement bretonniennes de ces territoires-là, eh bien, grâce à une énorme défense des territoires par les généraux anonymes, entre guillemets, eh bien, les humains de ce territoire tiennent toujours bon. Cela pourra peut-être être l'un des derniers remparts face à l'expansion des Néhécariens si jamais ils passent du côté du mal. Ça pourrait arriver si Kateb pète un câble ou se fait tuer. Donc, à voir ce qui se passera pour les Arabéens, mais ça peut nous donner encore de très belles armées. Du côté des Kislévites, un danger menace l'Est, vu que le Bastion Blanc tient bon. Il tient bon pour notre lore, mais les montagnes à l'Est ont été conquises par les Skaven, Karakadrin, je le rappelle, est tombé, ce qui fait qu'il y a potentiellement un point faible sur l'Est par les montagnes. L'Empire, quant à lui, est débarrassé de la menace de Malagor, débarrassé de la menace de Morgur, débarrassé de la menace de Wulfric par leurs alliés. Il va falloir se méfier de Manfred, qui est retourné en Sylvanie, qui peut ourdir un dernier assaut. Ceci sera à prendre en compte dans leur histoire. Marienbourg a officiellement survécu grâce à vos combats dans les membres de la communauté et s'est rallié aux forces impériales et bretonniennes. La Bretonie, elle, est en plein essor. Elle a réussi à récupérer un roi, elle est redevenue puissante et elle a intérêt parce que ce qui va arriver prochainement va lui faire très mal, c'est sûr et certain. Donc le territoire des hommes, en rajoutant quelques Albionneurs qui se sont ralliés aux nains qui viennent de reconstruire une forteresse sur Albion, les humains s'en sortent plutôt bien pour l'instant, mais avec une menace colossale. Je vous ai montré toutes les cartes des territoires. Vous allez me dire, waouh, comment le chaos peut gagner, comment on peut se sentir menacé. Voici le territoire conquis par le chaos. Tout ce qui est en rouge, ça mêle à la fois les hommes bêtes, les démons, les Skaven et les guerriers du chaos. Toutes les conquêtes qui ont été réalisées déjà officiellement par le chaos dans notre timeline. Et comme vous voyez, en fait, le chaos a percé les défenses du nord et n'est plus cantonné donc dans les désolations ou sur certaines terres désolées. Le chaos progresse ou prépare ses assauts. Le monde va sombrer dans un chaos, dans une guerre totale par la suite des événements qui vont arriver dès la rentrée prochaine. Car les Skaven, vous n'avez pas entendu parler d'eux depuis un petit moment, les guerriers du chaos vont s'énerver à nouveau et il reste des menaces absolue dans le monde de Warhammer et dans notre timeline de la fin des temps. Donc voilà, j'espère que ce résumé vous a plu. Moi, c'est toujours un kiff de vous faire ces vidéos-là. Notre timeline avance et ça va faire trop du bien. Il y a plein de nouvelles figurines qui sont arrivées sur la chaîne. Pour vous teaser rapidement les prochaines batailles qui vont sortir, vous avez la bataille de Nuln avec Tankol qui va attaquer la cité majeure impériale protégée par Elspeth von Draken. Vu qu'elle n'a pas été nommée matriarche suprême, elle est retournée à Nuln. Il va donc y avoir une super bataille entre les deux. Je vous propose bientôt une bataille où Skarbrand, le nouveau général de Khorne, qui va déferler sur la Lustrie aux côtés de Torox, Taureau d'Airain et du porteur de la grande bannière de Valkia contre un Mazdamundi et un Kroq-Gar full énervé. Il va y avoir les attaques internes de Skrolk avec le clan pestilien sur les territoires, bien évidemment, de Théenawin. On va avoir des batailles avec Luthor Harkon bientôt, espérons-le, pour vous faire des batailles avec la Côte Vampire, les Catéiens qui vont faire quelques petites sorties pour votre plus grand plaisir, le face-à-face Gressus, Grimgor. Bref, on a plein de choses à faire, plein de batailles à faire. Le monde n'est pas encore sauvé, j'espère que ça vous plaira. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important à la commenter aussi. Ça a été un peu chafouin, mais ça fait très longtemps que je n'avais pas enregistré, et je sors d'une bonne semaine de maladie, donc excusez-moi si ça avait l'air un peu bizarre. Mais c'est pour vous proposer au moins du contenu, et que vous soyez heureux de voir que je ne lâche rien, et qu'on avance dans notre timeline, et ça c'est le kiff. Donc merci à tous, on se retrouve sur Twitch si vous voulez voir des petits épisodes comme le grand défi, le grand tournoi des sorciers, qui sont des épisodes un peu spécifiques qu'on ne tourne que sur Twitch. N'hésitez pas à venir, c'est gratuit, vous followez simplement et ça ne fait rien de payer. Moi, nous, ça nous fait de la vision, bien sûr. Et on se retrouve bientôt pour certainement le prochain rapport de bataille de la fin des temps qui sera la bataille de Nuln. J'espère qu'elle vous plaira avec plein de nouvelles figurines. Merci à tous, bonnes vacances pour les vénards, bon courage pour tous les autres, y compris moi. Et on se revoit bientôt. Ciao!